Euh, OK. Ben, écoutez, je vais débuter tranquillement, là. On a déjà beaucoup de participants qui sont là. Euh, ben, merci à tous et à toutes là, d'être là, pour la présentation là, sur la prise en charge des engelures, là, puis aussi là, l'introduction de la molécule iloprost là, dans notre milieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Eric Contant, je suis un des médecins à l'urgence à Saint-Jérôme. Puis on a vraiment voulu faire une rencontre plus interdisciplinaire, là, vraiment inclure un peu tout le monde là, qui va être en contact avec ces patients-là, là, que ce soit le médecin, infirmière, pharmacien, préposé aussi. Puis aussi vraiment étendre là, la- la- l'invitation là, aux autres hôpitaux là, de notre site, là, si jamais vous voulez introduire la molécule ou si jamais vous voulez nous référer des cas ou discuter des cas, là. Donc, c'est un peu pour ça là, que c'est une invitation quand même assez large. J'ai aussi invité là, des spécialistes, chirurgie plastie, soins intensifs, médecine interne, chirurgie générale. Donc, j'ai hâte de voir là, si des gens vont se présenter. Donc, c'est ça, écoutez, il y a un réel enthousiasme là, sur le sujet. Une molécule là, qui gagne je dirais, en popularité, surtout qu'on a, bon, on va en parler, là, il y a quand même une problématique là, par rapport aux sans-abri au Québec, puis c'est un hiver quand même assez froid, là, fait qu'on s'attend à avoir beaucoup de cas d'engelure cette année. Euh, Avant de continuer, avant que j'oublie plutôt, j'aimerais vraiment ça remercier Brigitte Lacaille, là, je pense que je t'ai vu là, dans les participants, là. Écoutez, tu sais, si vous voulez introduire une molécule là, dans votre milieu, il faut vraiment l'aide d'un pharmacien, il faut vraiment un allié là, de votre côté. Puis Brigitte, ben, elle a été très, très utile là, à m'aider là, par rapport aux commandes là, de cette molécule-là. Fait que prenez message. Merci Brigitte. Donc, au niveau des objectifs de la présentation, ben, premièrement, ça va être de se familiariser avec l'évaluation clinique des engelures. On va voir aussi là, la prise en charge là, globale là, de ces cas-là. Connaître la molécule iloprost, puis aussi comprendre là, les trajectoires locales et régionales là, des engelures. Conflit d'intérêts, j'en ai pas en lien avec ça. Donc, un peu, pour vous mettre en appétit, écoutez, ça, c'est trois photos là, euh, d'engelures qu'on a juste eu cette semaine, là. En moins d'une semaine, on a eu trois cas. Ça nous a forcé vraiment à retourner là, au niveau de la table à dessin, là, puis de développer là, des meilleures trajectoires pour ces patients-là parce qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'être hospitalisés. Donc, le premier cas là, à gauche, peut-être un cas un peu plus léger, là, je dirais un grade 2. Après ça, le cas à droite, c'est un autre grade 2 qu'on a eu vendredi. Puis là, aujourd'hui même, on a eu un cas qui était un grade 2 à 3 là. Donc, tu sais, c'est une problématique là, qui est réelle, puis un besoin là, qui est vraiment présent. Euh, donc, au niveau de la physiopathologie des engelures, ben, tu sais, c'est pas un secret, là, il faut une exposition au froid. Il faut vraiment que le tissu y gèle. Fait qu'en bas de 0 degré, là, les gens sont vraiment à risque là, d'avoir une engelure. Puis qu'est-ce qui va se passer au niveau cellulaire? Ben, ça va être une formation là, des cristaux de glace dans les tissus, puis aussi au niveau intracellulaire. Puis là, après ça, ce qui fait vraiment le dommage, c'est vraiment qu'il y a une espèce de cascade inflammatoire là, qui va se faire pendant le refroidissement, mais aussi pendant le réchauffement, là, quand on va commencer à réchauffer le membre qui est gelé. Puis il va y avoir une vasoconstriction, puis là, ça va amener de l'ischémie, puis il va y avoir aussi là, des petits caillots qui vont se faire, là, des petits microthrombus, là. Fait que c'est vraiment ça vraiment la physiopathologie de l'engelure, là, c'est surtout l'exposition au froid, l'inflammation, la vasoconstriction là, qui est là après, puis les caillots. Puis vous allez voir que la majorité des traitements qu'on a à offrir là, pour les engelures, ben, tu sais, ils vont agir d'une certaine manière là, sur ces concepts-là. Fait que, tu sais, ben, qui se les gèle, là? Les membres, ben, c'est surtout des hommes d'âge moyen. Dans les études, là, c'est entre 39 à 51 ans. Ce qui met aussi les gens à risque, là, c'est vraiment l'intoxication à l'alcool, comorbidité psychiatrique, mais aussi des sportifs. Justement, là, un- où est-ce que l'Ilopro a un peu a pris son élan, là, c'est au Yukon, là, quand ils ont commencé à avoir plein de cas d'engelure, là, après justement une espèce de course là, de longue distance qui se passe au Yukon. Donc, c'est vraiment là qu'ils ont un peu découvert la molécule. Fait que les sportifs sont à risque, les skieurs de fond, les skieurs alpins.
Les sans-abri, les militaires, aussi là, tout ce qui est bris mécanique. Là, tu sais, si vous faites la route de la baie James en hiver, votre voiture elle a une crevaison, vous n'avez pas un très bon gant, puis là, il faut que vous changez votre pneu, ben, tu sais, ça vous met vraiment à risque là, d'engelure. Aussi, tout ce qui est haute altitude et exposition professionnelle. Fait que vraiment, là, les gens qui travaillent à l'extérieur là, sont vraiment à risque. Puis justement, c'est ça, là, deux des cas qu'on a vus récemment, là, c'était par rapport à ça. Donc, ça, c'est un peu comment dire, les manchettes, là, la presse. Là. Bon, tu sais, cette année, ça, je pense que ça s'annonce un froid, un gros hiver. Là. Il y a encore, bon, justement, aujourd'hui, c'était encore un froid sibérien puis un redoux. Donc, selon Météo Média, cette année, ça va être un hiver là, d'antan avec beaucoup de neige puis des températures sous la normale. Puis, tu sais, un peu la combinaison parfaite, là, c'est un perfect storm, là, c'est qu'il y a aussi une crise d'itinérance là, au Québec, dans plusieurs régions, là, puis on le vit quand même assez bien aussi à Saint-Jérôme. Fait vraiment, cette combinaison-là de froid, puis aussi de crise de sans-abri, là, ça, c'est pas un bon signe là, pour les engelures. Là. D'ailleurs, on a des études qui sont tirées là, de ça, c'était CBC qui a fait un reportage avec le Alberta Health Services, puis que seulement en l'année 2023, dans la région de Edmonton, il y avait eu 800 cas d'engelure, puis à peu près 600 cas là, dans la région de Calgary. Ça, c'était en un seul hiver. Puis là, ils voyaient là, que justement les cas augmentaient d'année en année. Donc, c'est des villes qui sont plus grosses que les nôtres, bien sûr, mais c'est quand même des chiffres, je dirais, astronomiques, là. Puis en termes d'épidémiologie aussi, ben, ce qui est intéressant toujours, ces mêmes données-là, c'est Edmonton, dans cet hiver-là, en 2023-2024, ils ont eu 110 amputations. Puis Calgary, il y en a eu un tiers environ. Donc, à peu près une trentaine. Ce qui est intéressant qu'il disait, c'était que cet hiver-là, il y avait à peu près les mêmes températures, il y avait à peu près le même nombre de sans-abri là, dans ces deux villes-là. Mais dans les suggestions, là, pour expliquer pourquoi il y avait moins d'amputations à Calgary qu'Edmonton, c'est que Calgary avait implanté un protocole d'engelure qui incluait justement l'Iloprost. Donc, ce n'est pas une étude comment dire, de cause à effet, mais il y avait une bonne corrélation là, par rapport à l'introduction de l'Iloprost. Donc, les engelures, ben, c'est un diagnostic clinique. Tu sais, vous allez voir ça, puis ça, comment dire, vous allez faire poser votre diagnostic. Avant, on parlait de descente osseuse, d'angio, scan, puis tout ça. Mais maintenant, là, juste une bonne évaluation là, peut permettre un diagnostic. Les régions anatomiques, ben, tu sais, je pense pas que je vous apprends quelque chose, là, mais tu sais, ça va être surtout là, des enjeux au niveau des doigts, des mains, des orteils, des pieds, mais aussi au niveau du nez, des oreilles, là, puis des joues. Les symptômes cliniques, qu'est-ce que le patient lui, va avoir? Ben, ça va être surtout une sensation de froid là, au niveau des membres. Ça peut aussi avoir des engourdissements ou un ralentissement moteur fin. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est plus au niveau là, des signes. Là. Qu'est-ce que vous allez voir là, quand vous allez voir un patient qui a une engelure? Ça dépend un peu, vous le voyez là, à quel stade, je dirais. Tu sais, si il vous amenez directement du pré-os, puis, le patient il est froid, il est retrouvé dans un banc de neige, je ne sais pas quoi, ben, tu sais, avant qu'on réchauffe son membre, avant qu'on réchauffe le patient, ben, là, ce que vous allez trouver là, comme évaluation clinique, ça va être un membre qui est quand même assez froid au toucher, qui est blanchâtre, là, qui est ferme, justement, qui commence à être un peu gelé. Euh, Où est-ce que ça devient vraiment important, une bonne évaluation, là, c'est après le réchauffement. C'est un peu là qu'on va avoir une bonne idée là, d'où est-ce qu'on en est en termes d'engelure. Donc, après réchauffement, là, je parle d'immersion là, pendant à peu près 30 minutes en eau chaude. Ça va être surtout un membre là, qui va être rouge ou qui va avoir de la cyanose. Puis là, un peu en termes de suivi, là, 24 heures et plus, ben, c'est là qu'il va y avoir de la cyanose, c'est là qu'il va y avoir des bulles claires ou hémorragiques là, qui vont se développer. Puis après une semaine, là, c'est là qu'il va y avoir la nécrose là, qui peut commencer ou sinon là, de la momification. Là. Euh, donc, comment dire, l'évaluation clinique puis la classification là, de la sévérité là, des engelures a beaucoup changé là, récemment. Avant, on parlait de premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, là, un peu comme les brûlures. Mais là, il y a une classification là, qui est beaucoup plus simple là, qui est utilisée. C'est la classification là, de Emmanuel Cauchy, aussi l'appelé docteur vertical, qui, lui, a développé une évaluation là, selon là, la partie la plus proximale qui est affectée.
va nous donner le grade, puis va aussi nous aider là, à avoir un pronostic là, par rapport au risque d'amputation. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que justement, c'est après le réchauffement, donc après une immersion là, pendant à peu près 15 à 30 minutes à 40 degrés, entre 37 et 40 degrés Celsius. C'est là qu'on fait une évaluation clinique de notre patient, puis qu'on regarde si c'est juste rouge ou si c'est de la cyanose. Puis s'il y a de la cyanose, euh, à quel point là, c'est proximal. Puis ça, il y a quand même une corrélation avec le risque d'amputation. Donc, un grade 1, ça va être, il n'y a pas de cyanose. Fait que, ça va être des membres qui sont quand même assez rougeâtres. Les phalanges distales peuvent être, c'est ça, érythémateuses, mais il y a sans cyanose. Un grade 2, puis j'ai oublié de dire, ben, il n'y a aucune amputation là, de l'os là, à ce niveau-là. Un grade 2, c'est quand il va y avoir une cyanose, fait un aspect bleuté après réchauffement, juste au niveau de la phalange distale. Puis au niveau des phalanges, c'est ça, distale aussi au niveau du pied. Puis si on dit un risque modéré là, d'amputation, on va en parler un peu plus tard. Le risque reste quand même assez faible, mais non nul. Quand on parle d'un grade 3, c'est qu'après réchauffement, il va y avoir de la cyanose au niveau là, des phalanges médiales ou sinon proximales, au niveau du pied, au niveau de la main. Puis là, on commence à parler là, de plus haut risque d'amputation, de 30 à 60 là, selon quelle phalange qui est affectée. Donc ça, c'est un grade 3. Puis si on parle d'un grade 4, ben ça va être une cyanose là, qui est proximale à l'articulation métacarpophalangienne ou métatarsophalangienne. Puis ça, le risque, là, dans les études historiques, là, il est quasiment à 100 en termes d'amputation d'une partie du monde. Donc ça, c'est une classification qui a été, je dirais, largement adaptée récemment là, pour la classification là, de la sévérité. Puis vous allez voir, là, ça va être utile par rapport à la prise en charge. C'est sûr qu'une de ses limites, c'est que ça n'implique pas là, tout ce qui est, mettons, nez, oreille ou joue. Mais la majorité des enjeux que vous allez voir, là, ça va être au niveau des mains et des pieds. Donc, ça va faire un bon travail pour classifier. Euh, donc, si on parle maintenant de la prise en charge, ben c'est quand même ça là, qui a beaucoup changé là, dans les 10 dernières années. Avant, c'était un peu fataliste. Là, on disait freeze in the winter, cut in the spring. Donc, tu gèles ton membre en hiver, puis là, ben, finalement, il va y avoir une nécrose, puis on va juste t'amputer là, au printemps. Mais maintenant, on a des molécules là, qui peuvent nous aider. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, ben, c'est sûr que quand vous allez voir un patient avec une engelure, bon, ça commence tout le temps un peu par la gestion là, du trauma ou du choc. Ça, comment dire, là, je pense que vous faites déjà un excellent travail par rapport à ça. Puis après ça, ça va être aussi un traitement de l'hypothermie. Donc, on dit de ne pas sauter là, sur l'engelure, là, à moins que ce soit une hypothermie qui est légère. Mais c'est une hypothermie qui est modérée, une hypothermie qui est sévère, qui crée une instabilité. Ben, focusser là, sur l'hypothermie. Puis une fois que le patient va être réchauffé, là, ça va être le temps là, de faire l'évaluation de l'engelure. Pour ça, le troisième volet là, de la prise en charge, c'est ce que j'appelle le protocole du Yukon. Vraiment là, le protocole qui a été largement là, publicisé là, dans les dernières années. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ça qu'on a adopté. Nous, c'est juste on l'a traduit en français puis on l'a mis une touche un peu plus locale. Mais dans beaucoup de centres au Québec, la prise en charge, leur protocole là, sur les engelures là, est basé sur le protocole du Yukon. Donc, c'est un peu ça les grandes lignes là, de notre protocole, basé là, selon le grade 1, 2, 3 ou 4. Donc, la première étape va être tout le temps de prendre le membre puis de réchauffer là, dans de l'eau chaude, 39 degrés. Là, ça peut être 37 à 40, là, avec de la chlorhexidine pendant 30 minutes. Une fois que le membre a été réchauffé, ben, là que c'est le temps de l'assécher puis de faire une évaluation clinique selon la classification là, de Cauchy. Bon, on est dans un grade 1, on est dans un grade 2, 3 ou 4. En gros, un grade 1, c'est des patients qui, on parle juste de l'engelure, c'est des patients qui ont juste besoin de pansement, d'ibuprofène, puis qui vont pouvoir partir. Bon, je vais en parler un peu plus en détail après. Grade 2, là, c'est des patients que justement, là, on va commencer à parler d'iloprost. Donc, il y a une indication d'iloprost si le membre réchauffé, l'extrémité est réchauffée de moins de 72 heures. C'est une perfusion là, qui dure 6 heures par jour sur 5 jours. Puis là, le grade 4, ben, on fait la même chose que le grade 1, on fait la même chose que le grade 2, 3,
Mais la seule chose qu'on fait de différent, c'est qu'on peut faire de la thrombolyse si ça fait moins de 24 heures là, que le membre a été réchauffé, puis on ajoute ça avec de l'inoxaparine, là, le Venox. Donc, comme je disais, c'est un protocole qu'on a utilisé qui est largement inspiré là, par le protocole du Yukon. Donc, un peu faire un rappel là, au niveau du grade 1, puis ça, je dirais que c'est quand même important aussi pour le nursing là, au niveau du triage. Tu sais, si vous pensez que vous avez une engelure, vous voyez une engelure, ben, tu sais, venez nous en parler, mais tu sais, la première chose à faire, là, ça va être vraiment là, de chauffer le membre, là, vraiment de l'immerser là, dans de l'eau tiède. 37 à 40 degrés. On n'a pas encore de bain là, qui fait circuler l'eau et qui contrôle la température. Donc, pour l'instant, on ouvre les champlures, on prend un thermomètre, on ajuste à peu près la température, puis on immerse le membre, puis on fait un roulement d'eau. J'essaie de faire entrer une machine sous vide, là, mais supposément là, la PCI n'est pas très contente par rapport à ça, mais ça pourrait être une option intéressante selon moi. Donc, si s'il y a des flipènes là, qui sont non hémorragiques, là, on recommande là, des aspirés. S'ils sont hémorragiques, on recommande là, des laissez-là. Aussi, là, dans les traitements, là, on parle d'appliquer une, euh, une pommade, là, une crème là, d'aloe vera avec des pansements secs. L'idée, là, c'est que, bon, dans une étude là, des années 90, ils ont mis de l'aloe vera là, sur une série de cas d'engelures, puis bon, le taux d'amputation était moindre. Ça reste assez théorique, là. Puis bon, ça agit justement sur des cascades là, de la thromboxane là, quand il y a une cascade là, d'inflammation. Par contre, c'est un médicament qui coûte pas cher, puis c'est un médicament qui n'a pas vraiment d'effet secondaire, fait qu'on on le recommande. Aussi, l'utilisation de d'ibuprofène BID pendant un mois. Donc, aussi, n'oubliez pas de prescrire un inhibiteur de la pompe à protons pour ces patients-là. On recommande d'élever le membre, enlever les bijoux, là, bien sûr, éviter l'alcool, le tabac, puis aussi le vaccin tétanos là, si il est nécessaire. Euh, D'ailleurs, juste, je vois pas les questions. Fait que si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, là, juste m'interrompre en cours, sinon on va avoir une période de questions à la fin, là. Pour ce qui est du grade 2 et 3, ben, c'est là que ça commence un peu plus à être, je dirais, intéressant là, pour nous, là. Donc, c'est le même traitement que le grade 1. Donc, le grade 2, on se rappelle, là, c'est vraiment que si, après le réchauffement, s'il y a une cyanose là, qui est au niveau de la phalange médiane ou proximale. Donc, traitement de grade 1. Et si ça fait moins de 72 heures là, depuis le réchauffement, c'est là qu'on recommande la molécule iloprost. On va en parler en long et en large après, mais ça, c'est le grade 2 et 3. Et si on parle du grade 4, ben, c'est la même chose que le grade 1, même chose que le grade 2, 3. Et comme je disais plus tôt, ben, on ajoute la déplase si le membre a été réchauffé là, depuis moins de 24 heures. Donc, l'îloprost, c'est un peu, bon, la molécule, je dirais un peu de l'heure. C'est un analogue de la prostacycline qui a été utilisé initialement là, pour le traitement là, de l'hypertension pulmonaire. C'est un vasodilatateur puissant, puis c'est aussi un antiplaquetteur. Fait que, on se rappelle là, plus tôt, là, je parlais là, que justement quand il y a une engelure, ben, ça fait une vasoconstriction, il va y avoir des microthrombus. Ben, l'îloprost vient un peu agir là-dessus. Mais c'est une vieille molécule qui est un peu le vent dans les voiles. Euh, La manière d'administrer l'Iloprost, ben, c'est vrai que c'est quand même assez simple, là. On prend une ampoule de 50 microgrammes qu'on mélange dans un D50, D5, je veux dire, 250 millilitres. Puis là, ça nous donne une poche. C'est un médicament qu'on donne, c'est un médicament qu'on donne intraveineux sur 5 jours. Puis on recommande justement là, de donner un sac complet et un minimum de 6 heures, là. Le dosage, c'est un dosage là, qui est basé sur le poids. Donc, habituellement, on débute la perfusion là, à 10 cc/heure, puis on augmente le débit de 10 cc/heure à toutes les 30 minutes, jusqu'à un maximum de 30 cc/heure pour les usagers là, qui pèsent entre 40 et 50 kilos. Euh, Après ça, si la personne pèse entre 51 et 74 kilos, ben, on augmente jusqu'à 40 cc/heure. Puis sinon, 75 kilos et plus, c'est 50 cc/heure. Fait que, on part 10 cc, 20 cc/heure, 30 cc/heure, 40 cc/heure, 50 cc/heure là, pour les patients de 75 kilos ou plus. Euh, Gabriel, je vois que tu as une question.
Est-ce qu'on a besoin de monitoring lorsqu'on Ah, donne ah. cette molécule-là? Yes, écoute, on va en parler parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, là. Mais je vais en parler dans 2 à 3 slides. Simon. Il y a aussi deux questions qui sont Ouais, apparues dans le chat. Je ne sais pas ouais. si vous les avez vues. Quel est le coût du traitement total et est-ce qu'il y a indication ou étude en pédiatrie? Ouais. Ben écoutez, vous me volez les questions là. Le coût, c'est vraiment le fun, ça coûte 0 avoir la molécule. Brigitte, là, tu es là, tu me corrigeras, là, mais c'est un programme, c'est un médicament qui est un programme d'accès spécial. Puis, quand on fait la demande par Canada, je veux dire, ça coûte rien. Pour ce qui est de la pédiatrie, moi, j'ai pas d'indication là, à l'heure actuelle. C'est pas inclus dans notre protocole. Puis Antoine Robichaud. Oui, bonjour tout le monde. Antoine Robichaud, pharmacien chef adjoint au CID des Laurentides. Là, c'est juste pour compléter ce que vous avez dit, là, Dr. Contant. Là, effectivement, c'est un médicament programme d'accès spécial qui est fourni par un programme de compassion. C'est pour ça qu'il est gratuit. Là. Évidemment, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Là. Est-ce que le programme de compassion va durer? Je ne le sais pas. Donc, tu sais, aux yeux du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, c'est un traitement d'exception. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Si on suit dans le fond là, ce qui est dans la LG4S puis dans les instances de Santé Canada, là, c'est un traitement d'exception parce que c'est pas un médicament qui est commercialisé au Canada. Fait que je voulais juste le préciser, là, comme vous avez dit, là, c'est un programme d'accès spécial. Un peu comme les taux date à l'époque, là, fait que c'est le même principe. Pendant qu'on parle justement de ça, la FDA l'a approuvé là, aux États-Unis là, comme indication là, pour les enjeux. Ça, c'est le dosage de l'Iloprost. Les voies d'administration, là, j'en ai déjà glissé un mot. Là, c'est un médicament qui est utilisé de manière intraveineuse sur une durée de 5 jours. Puis on donne un sac complet, puis un minimum là, de 6 heures. Y a-t-il des doses maximales? Ça serait selon. C'était-tu Julien, ça? Oui, c'est vrai. Ben écoutez, tu sais, UpToDate parle en termes de, je pense, nanogrammes par kilo. Là. Je ne me rappelle plus de l'unité qu'ils utilisent. Mais nous, ça, c'est les doses maximales. Fait que, tu sais, si tu pèses, je ne sais pas, 72 kilos, ben, ta dose maximale va être de 40 CCR. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Julien. Oui. OK. Fait que c'est un peu ces doses-là qui sont les doses maximales. En termes d'effets secondaires, c'est un médicament qui est quand même assez bien toléré, là. Les effets secondaires, ça va être surtout la céphalée. 50% là, des cas, ça rapporte une céphalée, un flushing, une tachycardie, là, 36% qui va être une tachycardie sinusale surtout. Nausées, palpitations, vomissements, puis dans des rares cas, l'hypotension. Puis ce qui est recommandé, là, c'est que si c'est présent, il faut réduire le débit là, de 10 CCR, réévaluer après 30 minutes. Puis si les effets secondaires ils ont cessé, ben, de repartir là, avec une autre augmentation là, une autre augmentation de marche. Là. Joël. Oui, bonjour, je suis pharmacienne à l'hôpital de Saint-Eustache. On a eu 2 cas la semaine passée, justement. Puis une question qu'on m'a posée à quelques reprises, puis je vous avoue que je n'étais pas trop sûre de la réponse, c'était est-ce que vous savez pour quelle raison il faut administrer sur un minimum de 6 heures? Mm-hmm. Je n'ai j'ai pas la réponse, sincèrement. Là. Je pense que de ce que je comprends, c'est que les études sur les enjeux ils ont été faites comme ça. Donc, les gens le prescrivent comme ça. Je n'ai pas été jusqu'à l'étude initiale de Cauchy, justement, c'est lui qui a commencé à Okay. utiliser de l'Oprost, mais j'ai pas la réponse. Je pose la question, en fait, parce que vous allez y venir, là, mais au jour 3, 4, 5, quand on peut utiliser le débit maximum toléré par le patient, nous, nos patients avaient plus de 75 plus de 75 kilos, donc ils roulaient à 50 CCR, ce qui fait une administration plus courte que 6 heures. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là là, que je voulais revalider, mais j'en comprends que vous n'aviez pas nécessairement l'information, fait que je vais continuer ma petite recherche de mon côté. Et juste savoir, Joël, où est-ce que vous aviez trouvé l'indication des Loprost puis la dose? En fait, nous, c'est une situation qui est arrivée évidemment à la salle d'urgence. Donc, c'est le CHUM qui nous a référé leur protocole, puis OK. on a utilisé donc le protocole directement du CHUM. Intéressant. OK. Simon? Oui, c'est une autre question dans le chat. Est-ce qu'on parlait de donner un sac complet par jour ou un sac complet sur 5 jours? Oui. Ouais, j'ai peut-être pas été super clair. Là, c'est un sac complet par jour. Donc, vraiment, là, c'est un médicament qui dure 6 heures par jour qu'on répète
sur 5 jours. Donc, pour répondre à ta question, Gabriel, là, vraiment là, la surveillance clinique, c'est un peu là que ça l'a accroché. Là, puis je serais aussi intéressé de voir l'expérience de Saint-Eustache. Nous, on a eu 5 cas à date, là, 2 cas l'année passée on avait décidé d'admettre aux soins intensifs. Puis là, on a 3 cas cette année, puis pour l'instant, on va tous les gérer à l'ambulatoire. Fait quand même vraiment un changement là, de notre trajectoire. Ce qui est recommandé, là, c'est des signes vitaux aux 15 minutes pendant 2 heures, puis aux 30 minutes pour le restant là, de la perfusion. Si c'est bien toléré le jour 1 et 2, on peut débuter la perfusion au débit maximal selon le poids les jours 3, 4 et 5. Puis là, après plusieurs recherches, là, on a tout brassé de la littérature, demandé à d'autres centres. Nous, on a décidé de ne pas utiliser de moniteur cardiaque si on parle juste de l'Iloprost, bien sûr. Donc, je serais quand même curieux d'entendre l'expérience de Saint-Eustache, si vous faites ces patients-là, là, si vous les mettez sous moniteur ou pas. Mais nous, là, pour l'instant, on a décidé de ne pas les mettre sous moniteur parce que c'était des cas quand même plus simples et isolés. Joanne? Oui, donc les 2 patients de la semaine passée, non, ça a été les signes vitaux comme vous l'avez suggéré là, dans la diapo précédente, mais non, ils n'ont pas été mis sous moniteur, sous toute réserve, là, à moins, je ne sais pas en médecine de jour comment ça s'est passé. Nous, en fait, ce qui est arrivé, c'est que puisque les patients sont venus chez nous durant la semaine, ils ont reçu des doses, les 2 respectivement, ils ont reçu des doses en salle d'urgence, puis ensuite, durant la semaine, tout dépendant des heures où ils étaient prévus, là, vu que c'est une longue perfusion de 6 heures, ouais. On a pu avoir un des patients qui est allé en médecine de jour avoir, je crois, 2 doses. Puis là, le samedi, finalement, sont revenus à l'aire ambulatoire pour ce qui est de l'administration. Mais non, à ma connaissance, c'était seulement les signes vitaux comme vous l'aviez mentionné précédemment. OK. Intéressant. Gabriel? Ma question était au niveau plus local à Saint-Jérôme. Est-ce que nous, c'est la médecine d'un jour qui va prendre ça en charge ou est-ce qu'ils vont revenir en salle d'urgence? Écoute, écoute, je vais en parler plus tard là, parce qu'on est vraiment en train de décrire la trajectoire au fur et à mesure, là, je te dirais. Là, mais l'idéal, c'est la médecine d'un jour. Je pense dans un avenir approché, là, c'est là qu'ils vont aller. Là, actuellement, on a un patient qui reçoit ça au bloc R. Fait que plus comme, c'est l'hospitalisation en cardio puis en médecine interne là, avec moniteur. Il y a une question là, de formation. Il faut former le personnel nursing, tout ça. Il faut écrire les trajectoires. Fait que là, on est un peu en train de faire ça. Là. Mais là, on a un autre cas aujourd'hui, là, un grade 3, qui là, on est en train d'essayer d'écrire sa trajectoire le plus rapidement possible. Puis là, je vois que si c'est connecté, là, c'est la médecine d'un jour. Fait que pour répondre à ta question, Gab, éventuellement, ça va être la médecine d'un jour. Pour l'instant, c'est un peu, il faut encore prendre le téléphone, puis un peu comme développer notre trajectoire. Là. J'espère que ce n'est pas clair parce que ce n'est pas clair. Yes. Lina. Oui, enchanté. Très intéressant. Je suis interniste à Saint-Eustache. Je travaille aux soins intensifs. C'était plus un point d'information. On donne des prostaglandines pour les ulcères digitoires en sclérodermie. Puis c'est donné dans des contextes de médecine de jour sans surveillance, hémodynamique très, très serré, sans monitoring. Tu sais, je trouve que c'est des super beaux protocoles pour des trajectoires d'hôpital de jour, médecine de jour. Une petite suggestion de regarder qu'est-ce qui se passe là, si vous voulez vous en inspirer côté sclérodermie, ulcères digitaux. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est les mêmes médicaments. Oui, c'est ça, on est vraiment en train de décrire là, la trajectoire là, depuis notre cas de vendredi, mais je suis complètement d'accord, c'est des cas là, qu'on veut avoir en médecine de jour. Avec une urgence qui est pleine à 210%, des soins intensifs pleins d'influenza, on ne peut pas garder, on veut pas, puis on peut pas garder là, ces cas-là qui pourraient justement être vus en ambulatoire. Fait que c'est un peu ça pour la surveillance clinique. Fait que c'est quand même un point qui revient souvent. Fait que signes vitaux aux 15 minutes pendant 2 heures, puis 30 minutes là, le restant de la perfusion. On repart là, à la dose maximale, là, jour 3, 4, 5, là, si ça a été bien toléré, puis pas de monitoring cardiaque. Écoutez, contre-indication, là, c'est un peu une liste un peu sèche. Là, tout ça est dans le protocole, là, puis vous pouvez le trouver, là, mais en gros, on n'a pas d'indication pour l'instant si pour les jeunes, grossesse, allaitement. Gardez en tête là, que c'est un médicament là, qui est à risque
faire saigner. Là. Fait que, risque d'hémorragie là, qui est augmenté là, chez les patients. Médicaments justement qui jouent sur la pression pulmonaire. Fait que, gardez ça en tête, là, tous les patients cardiaques pulmonaires. Là, mais pour l'instant, les contre-indications, c'est MCAS sévère, infarctus du myocarde là, dans les 6 derniers mois, insuffisance cardiaque aiguë, chronique, arythmie sévère ou suspicion d'œdème pulmonaire. Puis au niveau des mises en garde, ben, encore une fois, c'est ça augmente le risque de saignement. Il faut faire un ajustement là, au niveau de la dose chez les insuffisants hépatiques et rénaux. Je pense qu'UpToDate recommande de partir la dose de demi, diminuer la dose là, de moitié. Risque d'hypotension là, orthostatique à la fin de la dose. Là. Fait que le patient qui ça fait 6 heures qu'il est assis puis qui se dit moi je m'enlève puis je passe chez moi, peut-être lui dire là, de ralentir un peu. Puis sinon, là, ça fait une irritation locale là, si extravasation. Puis c'est ça, évaluer les risques-bénéfices chez les patients avec ICT ou AVC récents. Bon, là, ça fait plusieurs slides là, que je parle là, de l'Iloprost. Oui, Joël? Je m'excuse de vous interrompre, mais je voulais partager un témoignage de la semaine passée de l'un de nos patients, vu que c'est justement encore un peu méconnu, puis que c'est pas tout le monde qui est familier avec l'administration, puis même la lecture du protocole du CHUM n'était pas nécessairement aisée pour tout le monde. Nous, un des patients, malheureusement, de nuit, a vu sa perfusion partie à 75 ml/h pour la dose 1. Donc, je vous confirme, beaucoup de nausées, efforts de vomissement, grosse diaphorèse et tout. Fait que surveiller les doses de départ là, pour le personnel infirmier, c'est vraiment super important. Ouais. Simon? Oui, je me fais encore la voix du chat. Après les jours 1 et 2, est-ce que la surveillance des signes vitaux peut être différente si c'est bien toléré? Bonne question. Moi, je la laisserais sincèrement comme ça, surtout qu'on commence avec une dose plus élevée. Là. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une justification à avoir des signes vitaux rapprochés au début. Ouais. On avait aussi une question pour une diapo un peu plus tôt. Quelle sera la concentration de chlorhexidine? Oui, écoute, ça, c'est écrit dans le protocole. Là, je ne m'en rappelle plus. Sincèrement, je ne me rappelle plus la quantité de millilitres. Il faudrait que je revoie le protocole. L'idée, c'est d'avoir de la chlorhexidine un peu pour aseptiser là, le membre. Là, que le membre, justement, il est un peu lésé. Je ne me rappelle pas par cœur la quantité précise de chlorhexidine. Mais je peux trouver la réponse. Okay, merci. Puis on a eu aussi, là, à l'instant, est-ce que l'Iloprost est accessible dans les plus petits centres comme Sainte-Agathe, par exemple, où on doit référer à Saint-Jérôme? OK. Bonne question. Moi, ben, pour l'instant, je dirais que c'est un peu au centre de faire l'application. Est-ce que les plus petits centres, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Sainte-Agathe, La Chute, est-ce que c'est justifié d'avoir l'Iloprost? Est-ce que vous pouvez le donner l'Iloprost? Ben, moi, je pense que oui. Au moins commencer la première dose, au moins avoir assez de médicaments pour donner une première dose, le transférer à Saint-Jérôme, le transférer au CHUM. Mais vous devez faire l'application. Fait que si vous ne faites pas l'application là, pour le programme d'accès spécial, puis ça, c'était dans 2 slides, j'allais parler de ça. Vous n'allez pas le recevoir. Moi, je pense que c'est quand même une bonne pratique de l'avoir dans son arsenal hospitalier. Je sais qu'ils l'ont à Kuujjuaq, je sais qu'ils l'ont à Pauvre-Nitou, qui ont des protocoles par rapport à ça. Ils l'ont à Chicoutimi. Donc, il y a de plus en plus de centres au Québec là, qui ont cette molécule-là. Ils le donnent aussi dans les ambulances. Quand je faisais du dépannage au Yukon, on l'avait dans un tout petit centre, une ville de 500 habitants, Watson Lake. Puis on pouvait aussi, je pense qu'ils ont des protocoles pour le donner dans les ambulances durant les transferts au Yukon. Donc, au niveau c'est ça, on parle de l'Iloprost depuis le début. En termes d'effets cliniques, qu'est-ce que ça fait? Ben, l'idée initiale, l'idée générale, c'est vraiment de diminuer le taux d'amputation. Je vais être honnête avec vous, les études ne sont pas super tout le temps béton. On a juste une seule étude randomisée contrôlée sur l'Iloprost, puis c'était par le docteur Cauchy, le 10 ans, je pense. Par contre, on a beaucoup d'études observationnelles puis d'études rétrospectives. On a une méta-analyse qui faisait un peu cette revue-là des études observationnelles, rétrospect. Puis, par contre, le signal il est assez clair que le taux d'amputation est diminué.
Donc, tu sais, historiquement, grade 0, grade 1, je veux dire, il y avait presque 0% d'amputation. Grade 2, j'ai vu plein de chiffres là, de 0, 1, 4%, je pense, là, en termes d'amputation. Dans les études historiques. Grade 3, c'est vraiment là que le risque augmente, 44 à 66, 60%. Puis grade 4, 95 à 100% là, de risque d'amputation, historiquement. Puis dans les études qui utilisent l'Iloprost, ben, le signal montre que, bon, grade 1, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Grade 2, le risque il est à 0% dans plusieurs études. Fait que, grade 2, historiquement, on parle de moins de 5%. Le risque est très faible, OK? Mais il est non nul. Puis avec l'Iloprost, il tombe à 0. Grade 3, avec l'Iloprost, on tombe à 18%. Fait quasiment la moitié, moins d'amputation. Puis le grade 4, 44 à 50%. Fait qu'aussi une diminution d'à peu près la moitié là, du taux d'amputation. Fait que, c'est une molécule qui est bien tolérée, qui est gratuite actuellement au Québec, au Canada. Puis que toutes les études montrent là, que le taux d'amputation là, est assez faible là, comparativement au contrôle ou aux études historiques. Puis justement, je suis tombé sur une étude d'une urgence canadienne dans une étude d'urgence canadienne, justement. Puis c'était une étude rétrospective qui analysait le avant et après l'implantation du protocole, d'un protocole d'Angela et de l'Iloprost, puis regardait le taux d'amputation. Il y avait 64 patients là, dans le groupe pré, 26 patients dans le groupe post. Puis ça, c'est les résultats. Donc, avant le grade 2, il y avait 0% d'amputation. Grade 3, 44%. Grade 4, 95%. Puis après l'implantation du protocole, bon, grade 2, 0. Grade 3, il y avait 18%. Grade 4, 46%. Fait que, tu sais, c'est pas une étude randomisée contrôlée, c'est une étude avant-après. Mais je pense que ce que j'aimais bien là, de cette étude-là, c'est que ça montre un peu notre réalité. Là. On va regarder ce qu'on faisait avant versus ce qu'on fait en ce moment dans une urgence canadienne, un peu les mêmes problématiques, il fait fret là-bas aussi. Fait que, moi, je suis assez convaincu là, que c'est une molécule là, qui fonctionne. Comme on en a parlé, là, c'est un médicament qu'il faut faire une application au niveau du programme d'accès spécial. Il faut faire une demande à la Santé Canada. La livraison là, prend à peu près une semaine. Là, puis actuellement, là, c'est ça. Le coût, là, c'est 0 $. Oui, Simon. Une question du chat. Si le délai est incertain depuis l'engelure, par exemple, la personne en situation d'itinérance dans un banc de neige, intoxication, chrono pas clair, est-ce qu'on tente l'Iloprost quand même? Ouais, ben, c'est une très bonne question. Je pense que ça dépend un peu de votre feeling clinique. Là. Puis, ce qu'il faut penser aussi, ce qu'on va parler aussi, c'est que souvent ces cas-là, on implique l'aplastie. Là, donc, comment dire, ça va être une décision à faire avec eux là, si la chronologie est incertaine. Mais ouais, c'est un bon point. Puis là, ben, c'est ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier le grade 4, là, la thrombolyse. C'est de l'altéplase, un bolus là, sur 15 minutes basé sur le poids. Puis après ça, là, une perfusion là, sur 6 heures avec un maximum là, de 100 mg donné total, bolus et perfusion. Les contre-indications, là, c'est les contre-indications usuelles là, que vous connaissez, sinon sont présents là, dans MD-Calc. Puis il recommande aussi l'enoxaparine, une héparine de bas pas moléculaire à donner avec l'altéplase pour 72 heures, donc pour 3 jours. Bon, où est-ce qu'on a travaillé fort, là, je dirais, là, dans la dernière année, mais surtout là, dans les 3-4 derniers jours, c'est vraiment développer là, une trajectoire qui est solide, là, qui fait en sorte qu'on ne passe pas 1 heure au téléphone pour chaque patient. Donc, tu sais, je dirais, c'est sûr que souvent, ces cas-là, c'est des cas qu'il faut parler avec la chirurgie plastique. C'est une pathologie là, de chirurgie plastique à Saint-Jérôme. On a des chirurgiens plasticiens, on est un centre régional, on a le CHUM pas très loin. Donc, tu sais, on prend le téléphone, on parle avec la plastie. Selon moi, c'est quand même des cas, là, dans la majorité des cas, c'est ça qu'on devrait appeler le plasticien plus régional, puis dans des cas plus sélectionnés, les grands brûlés. Mais encore une fois, là, ça se fait en partenariat avec eux. Une trajectoire un peu plus facile, je dirais, c'est si ils sont thrombolysés, ben oui, je pense que c'est une indication là, d'aller aux soins intensifs, plus ou moins un transfert au CHUM, au grand brûlé. Puis après ça, justement, les patients qui sont ambulatoires, on est en train de développer une trajectoire là, de médecine d'un jour. Pour l'instant, comme je disais, ils sont au bloc R, fait qu'ils viennent, ils ont leur perfusion.
Mais dans les prochains jours, on espère développer une trajectoire de médecine d'un jour, que c'est pour notre réalité à Saint-Jérôme. Si jamais il y a une complication ou des questions, ben, ils vont appeler le médecin de l'urgence parce que c'est le médecin de l'urgence qui le prescrit. Et on a organisé en amont une discussion avec une consultation avec la plastique pour un suivi là, en externe, là, pour un suivi avec ces patients-là. Les patients qui ont besoin d'hospitalisation, pour une autre raison. Ils ont été, je ne sais pas, trouvés en hypothermie, il y a une rhabdomyolyse, machin, là, insuffisance rénale. Ben là, c'est un peu, je dirais, selon les trajectoires là, usuelles, là, UHB versus médecine interne versus soins là, selon les autres conditions. Là, puis c'est selon le jugement là, du médecin. Donc, c'est un peu ça notre trajectoire actuelle. Une consultation en chirurgie plastique. Thrombolyse, là, c'est discuter avec les soins intensifs puis le CHUM et ou le CHUM. Sinon, on développe une trajectoire en médecine d'un jour. Et si on a besoin d'hospitalisation, ça serait UHB, med interne et soins intensifs ou soins intensifs selon là, les conditions. Et pour ceux-là qui travaillent à Saint-Jérôme, une engelure avec iloprost est une indication d'hospitalisation à l'UHB. En tout cas, c'est ce qu'on voulait. J'imagine que ça va être discuté plus tard. Là. Oui, Simon. Oui, une nouvelle question du chat, je pense qu'elle a été un peu répondue. Trajectoire pour grade 4 avec thrombolyse chez nous, est-ce qu'ils vont aux soins intensifs? Oui. Ben, c'est ça. Moi, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler de ces cas-là à Saint-Jérôme. C'est sûr que un cas comme ça, on appelle la plastie, puis après ça, là, c'est la question, est-ce qu'on le transfère au Grand Brûlé, est-ce qu'on le garde? On le garde chez nous, mais on le met aux soins. Ce qu'il faut garder en tête, là, c'est l'indication là, de thrombolyse, c'est dans les 24 premières heures. C'est une perfusion de 6 heures. On s'entend que plus c'est débuté rapidement, mieux c'est. Fait que si à un moment donné, ces cas-là, il va falloir aussi faire un espèce de jugement. Est-ce qu'on fait juste le partir à Saint-Jérôme, on le transfère après, ou on le transfère, il l'aura là-bas, mais il va y avoir des délais. Mais c'est définitivement là, des cas à discuter avec la plastie au CHUM. Là. Pour un grade 4, c'est sûr que je parlerais probablement au Grand Brûlé là, d'emblée. Donc, ma présentation tire à sa fin. Je dirais là, les directions futures, là, un peu comment je voyais ça là, les prochaines années, même les prochains jours. Là. Bon, est-ce que le TNK, là, c'est TNK plutôt que de l'altéplase? Il y a aussi beaucoup de discussions par rapport à la thrombolyse intra-artérielle. Dans les études, là, ça ne semble pas nécessairement tant plus avantageux là, que de la thrombolyse systémique. Ça implique aussi un joueur de plus, l'angioradiologie, mais quand même quelque chose, là, une bonne question à se poser. Il y a aussi là, des cas là, de est-ce qu'on pourrait utiliser l'iloprost pour des plus courtes durées. Là, mettons un patient qu'on pense qui ne va pas nécessairement rester là, pour plusieurs jours à l'hôpital, qui veut juste s'en aller. Est-ce que une dose, c'est aussi bon que 3 doses, que 5 doses, selon aussi le grade? Puis aussi, là, les directions futures là, sur lesquelles on travaille vraiment fort, c'est vraiment là, le développer là, des trajectoires solides. Là, comme ça, quand on voit un cas, ben, on a un dispo là, quand même assez clair. Là. Amélie? Je voulais savoir, là, merci pour ta présentation, premièrement. Moi, ce que je trouve un peu touché, puis qu'on va avoir probablement de plus en plus, là, tu l'as dit, avec la crise d'itinérance qu'on vit à Saint-Jérôme, avez-vous eu des cas comme ça où les gens n'ont pas de domicile fixe, organiser des belles trajectoires là, pour des patients qui ne sont pas rejoignables, puis ça va être compliqué. Là. Avez-vous eu de l'expérience avec ça jusqu'à maintenant? Moi, personnellement, non. Les 5 cas qu'on a eus à date, c'était tous des gens avec domicile, qui ont, c'est ça, les 2 l'année passée ont été hospitalisés. Cette année, on les fait tous en externe. Je pense que ça fait vraiment partie du défi de traiter cette clientèle-là. Là. Tu as vraiment un bon point là. Après ça, dans les courriels que j'ai échangés avec des experts dans le domaine, ils semblent dire que la première dose est probablement la plus importante aussi. Fait que, même s'il a reçu une dose, puis on en voudrait 5. Aux États-Unis, ils recommandent 8 doses. Nous, on a 5. En Finlande, je pense qu'ils utilisaient 3 jours. Fait que, le spectre est quand même assez large là, pour la durée là, de ce médicament-là.
Cela dit, la première dose est probablement la plus importante. Fait que, si au moins on peut les garder pour cette dose-là. Après ça, s'assurer que le patient revienne pour ces 4 autres doses, ben ouais, je pense que ça peut être un défi là, dans certaines clientèles. Je ne sais pas ce qu'ils font au CHUM. Ça serait une bonne question à leur poser. J'imagine qu'il y en a eux autres aussi, là, avec 100%. au centre-ville, puis il doit en avoir plein. Là. Je me demande comment est-ce que ça se passe dans leur milieu pour le taux d'adhérence, mettons, là, à ça. J'ai demandé à une collègue là, qui travaille au CHUM de m'envoyer leur protocole. Puis leur protocole, c'est un protocole très soins intensifs. Là. J'attends toujours de savoir sa réponse pour savoir qu'est-ce qu'ils font pour les cas d'embus. Là. Mais je vois qu'Ariane, qui a travaillé au CHUM, a levé sa main. Ouais, non, j'en ai pas vu au CHUM, mais mon point, c'était plus, ça serait pas une indication des hospitalisés, ces patients-là, qu'on sait qu'on va perdre au suivi. Je sais qu'on déborde déjà, mais en même temps, les conséquences peuvent être graves. Là. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est sûr que c'est ça qu'on est en train de regarder, nous autres, avec l'UHB, là, entre autres, là, qui va réouvrir à Saint-Jérôme. C'est ça qu'on veut. On essaie de voir là, quel genre de trajectoire qu'on peut faire. Mais tu sais, c'est juste que c'est ça, c'est pas évident, là. C'est pas évident, là. Mais Je comprends, mais après ça, tu sais, il y en a plein après, tu sais, il faut qu'ils adhèrent à ça aussi. Ouais. Mais c'est sûr, s'ils refusent, ils refusent, mais s'ils acceptent de rester, parce qu'il y en a beaucoup qu'on va perdre au suivi, c'est sûr, qu'on sera pas capable de rejoindre. Ben, c'est un bon point. Puis je pense qu'après ça, ça devient un peu plus du cas par cas là, pour la clientèle sans-abri de dire ben, on peut au moins offrir à ces patients-là de les garder là, pour raisons psychosociales. Je pense que c'est valide. On le fait pour bien d'autres affaires. Là. Ouais, Simon. Oui, 2 questions dans le chat. Là, on questionnait, est-ce que les chirurgiens plastiques de Laurentides sont disponibles? Il y aura peut-être des petits suivis à valider. Ou sinon, pour un grade 2, 3, 4 nécessitant fort probablement Iloprost, quelle priorité est suggérée au triage à l'urgence? Est-ce que c'est des patients, par exemple, qui devraient être priorisés pour le ZER, pour l'avoir l'Iloprost rapidement? Là, cette question-là pour priorité triage. Oui. Pour répondre à la première question, on a des chirurgiens plastiques dans la région. Ils ont des lits d'hospitalisation. Fait que c'est ça que je peux dire. Là. Je pense que ces cas-là, c'est des cas que c'est surtout les grades 2, 3, 4, c'est des cas qui se méritent une discussion avec le plasticien. C'est des cas qui, surtout les grades 3, 4, le risque d'amputation est plus élevé, ils vont avoir besoin d'un suivi. C'est aussi les spécialistes là, des engelures, je dirais. Mais les grades 2, 3, 4, moi, c'est des cas que je prends le téléphone puis que je leur parle puis que je vois une indication pour le LOPROS, il faut organiser un suivi. Au moins les grades 2, les grades 3, ça dépend du cas. Grade 4, ben là, le taux d'amputation est super élevé, là, fait que ça devient quasiment une urgence chirurgicale. Fait que oui, on a des plasticiens, ils sont présents et répondent au téléphone. Fait que faut pas hésiter là, à les contacter, en parler avec eux. Après ça, s'il y a d'autres problématiques par rapport à ça, ben, il y a toujours aussi le DSP là, qui est présent. Pour la question du triage, c'est vraiment une bonne question. Je pensais à ça justement aujourd'hui en me disant, pour moi, ça pourrait être une indication de priorité zéro. Là. C'est des patients qui ont besoin d'une intervention rapide. Là. Il faut justement immerser leurs membres, le réchauffer, puis on a besoin d'une évaluation quand même assez rapide. Est-ce qu'ils ont besoin nécessairement d'une salle à l'ambulatoire ou on peut le retrouver à un autre endroit? Je ne sais pas, mais oui, moi, je le considérais comme une priorité zéro. Là, fait qu'hésitez pas à venir nous voir puis à nous parler de ce cas-là. Puis justement, on a eu un cas aujourd'hui que ma collègue l'a vu, puis c'était pas super clair initialement. Le patient il a travaillé dehors, puis c'était un peu rougeâtre, puis il n'était pas sûr, fait qu'ils ont décidé de l'immerger. Puis après justement 30 minutes, l'évaluation, le patient il avait un grade 3. Là. Fait que les cas ne sont pas toujours super clairs. La cyanose à l'arrêt, là, surtout pas au début. Puis même que des fois, c'est un peu frustrant, c'est un peu rouge, ça n'a pas l'air de grand-chose, on le réchauffe. Fait que il faut quand même être vigilant par rapport à ces cas-là. Fait que ouais, n'hésitez pas à venir nous en parler là, au triage.
Donc, écoutez, pour conclure, là, ben, c'est un peu ça. Je voulais vous présenter là, l'implantation là, du protocole Engelure. Là, pour mes collègues là, de Saint-Jérôme, on a un protocole qui est projet là, sur lequel que je vais vous partager par courriel, qui est en français, qui a plusieurs pages, qui est quand même très facile à utiliser. La raison pourquoi il est projet, là, c'est que ça prend à peu près 2 ans là, à ce qu'un protocole soit prouvé, là, une fois qu'il a commencé là, dans la machine. Mais on a trouvé un espèce de compromis là, de dire que si c'était en projet, on pouvait l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'Ilopros, ben, c'est sécuritaire dans les études, puis ça diminue le risque d'amputation. Puis après ça, là, le troisième point, là, c'est vraiment là, une consultation en chirurgie plastique, puis aussi là, de suivre vos trajectoires. Tu sais, pour ce qui est je ne sais pas s'il y a des gens là, de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, La Chute, Sainte-Agathe, mais tu sais, nous, ces cas-là, ça nous fait aussi plaisir là, de débuter l'OPROS là, pour les patients là, de votre milieu. Tu sais, une fois que vous avez parlé avec le chirurgien plasticien. Donc, tu sais, on est aussi là, le centre régional. Puis pour mes collègues plus de Saint-Jérôme, là, c'est ça, sachez que tu sais, on travaille fort là, sur les trajectoires là, de médecine d'un jour en ambulatoire. Puis dans les prochains jours, là, ça devrait être finalisé. Fait que si vous avez un cas demain, malheureusement, il faut un peu parler avec l'assistante, là, ou sinon vous pouvez m'appeler là, demain. Mais tout ça se passe là. On est en train d'écrire l'histoire. Donc, c'est ça que j'avais comme présentation. Pour ceux qui sont intéressés, là, bon, il y a un code QR avec les références. Les gens là, des autres centres, n'hésitez pas à me contacter là, à ce courriel-là. Aussi, là, rappel là, pour les médecins là, qui veulent avoir des crédits de formation continue, là, dans le chat, il y a un formulaire à remplir là, que Simon Legault a fait. Ça prend moins d'1 minute. Puis comme ça, on va pouvoir vous inscrire là, à la formation continue. Pour ce qui est du personnel nursing, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, mais écoutez, remplissez le formulaire. Au moins, on va avoir votre présence puis votre numéro de pratique parce que je pense que vous pouvez des fois appliquer là, pour des crédits de formation continue. Donc, c'est pas mal ça. Ceux qui ont des questions, discussions, commentaires, ceux qui voient des embûches aussi, là, on est en train de se faire les dents, là, nous aussi, là, par rapport à ça, là, parce qu'avant, on ne faisait pas grand-chose, mais là, maintenant, on a quelque chose à leur offrir, là, fait que on apprend aussi là, au fur et à mesure. Là. Yes, Simon. On nous demande est-ce que vous êtes à l'aise là, de partager une copie de la présentation. Oui, donc, on l'a enregistré. Puis, oui, on va le partager. Je ne sais pas comment, mais ouais. Je pourrais faire le lien là, pour le partager. Le lien de l'enregistrement va être notamment dans le bulletin DSP qui est prévu cette semaine, là, qui va aussi au DRMG, au CMDP. Puis si jamais vous souhaitez partager là, la présentation, peut-être en format PDF ou autre, là, si vous voulez me l'envoyer, je pourrais aussi faire le point. Parfait. Puis là, je vois, justement, avant de prendre les prochaines questions, là, justement, je vois qu'il y a deux pharmaciens. Là, fait que, tu sais, si le message là, pour les centres qui n'en ont pas ou qui en ont, il faut vraiment avoir la pharmacie là, avec vous. Il faut vraiment que le pharmacien là, soit impliqué là, par rapport à la commande, par rapport à toutes les questions. Là. Fait que c'est vraiment un travail là, de partenariat avec eux. Là. Joël? Oui, alors juste un petit message pour mes collègues de Saint-Eustache, médecins ou pharmaciens. De notre côté, en fait, toutes les doses d'Ilopros que nous avions, qu'on avait empruntées à Saint-Jérôme, on les a passées pour nos 2 patients de la semaine passée. La demande a été faite au PAS, le programme d'accès spécial, pour en obtenir quelques autres unités, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, si vous avez des cas de jour, de soir, de nuit, peu importe, il faut communiquer avec le pharmacien, soit d'urgence ou le pharmacien de garde pour qu'on puisse arrimer tout ça. Mais présentement, physiquement, on n'en a pas à Saint-Eustache. Donc, voilà. Par curiosité, Joël, c'était quoi les cas? C'était quel grade? De mémoire, c'était des grades 3, un homme dans la construction, puis un éboueur qui s'était gelé là, au niveau des mains. OK. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait?
Pendant que vous cherchez, il y a Anne-Marie Caron qui avait demandé combien de temps garder le patient en médecine de jour une fois la perfusion terminée. Nous, de mémoire, les patients avaient été gardés environ 30 minutes après l'arrêt de la perfusion. Oui, c'est pas un point qu'on a balisé, là, mais je pense que ça me semble sécuritaire, là, 30 minutes. Ouais. Joe. Ouais, j'étais curieux de savoir si, avec les discussions avec les plasticiens, si leur consensus était qu'ils voulaient, dans le fond, c'était eux qui avaient le final call si on débutait l'Ilopros ou pas, dans le sens qu'ils voulaient-tu. Est-ce que c'est eux qui prennent la décision ou c'est nous? Parce que l'année passée, moi, j'avais eu la chance d'avoir le premier cas à Saint-Jérôme. Je m'étais fait répondre par 2 plasticiens qui n'avaient pas d'expertise dans l'Ilopros. Écoute, c'est super intéressant. C'est vraiment une bonne question, là. Je pense que moi, j'ai le protocole du CHUM, là, puis les grades 2, c'est une indication d'Iloprost. Là, le premier cas que nous, on a eu, là, c'était comme 1 cm², là, le bout du doigt. Ça a été discuté avec le plasticien qui a dit indication d'Iloprost, mais envoie-le au grand brûlé demain matin, ma collègue va le voir. Puis tu vois, elle, quand elle l'a évalué, elle a dit on arrête la perfusion d'Iloprost si c'est trop mineur. On se rappelle que les grades 5, le risque d'amputation est de moins de 5 là, entre 0 et 5. Là. Fait qu'eux, ils avaient décidé de l'arrêter. Puis on avait respecté ça. Après ça, il y a une discussion avec nos plasticiens qui disaient ouais, les enjeux sévères, tout ça, c'est les grands brûlés, on n'a peut-être pas d'expertise. Mais toutes les fois qu'on a pris le téléphone puis qu'on a parlé avec nos plasticiens, il y en a un qui travaille au CHUM aussi, qui fait la couverture régionale. Lui, il avait une expertise, il était d'accord par rapport à ça. Puis les autres cas qu'on a eus, je ne me rappelle plus trop, là. Mais le cas qu'on a eu aujourd'hui, ils ont parlé avec le plasticien de la région, puis elle a dit, oh ouais, il y a l'Iloprost, let's go. Ta question est bonne là, en termes de. Nous, dans notre protocole, tout ce qui est grade 2, c'est ça. Si jamais le plasticien n'est pas à l'aise, au pire, on prend le téléphone puis on parle avec le plasticien des grands brûlés. Il lui pourrait nous aider. Ouais, c'est parfait. Ça répond? Antoine. Je vais juste compléter sur ce que Joël a dit. Là. À l'heure actuelle, on a des doses d'Iloprost seulement à Saint-Jérôme, en quantité nettement insuffisante pour augmenter la cadence. Juste être clair, là, on n'a pas assez de doses pour reprendre tous les patients du jour au lendemain. C'est un médicament qui est programme d'accès spécial, qui n'est pas commercialisé au Canada. On est dépendant de l'autorisation de Santé Canada pour l'importation exceptionnelle du médicament au Canada. Je mets en phase sur le terme exceptionnel, c'est qu'on a des justifications à rendre pour être capable d'importer ce médicament-là. Ça se peut qu'on se le fasse refuser un jour. C'est pas parce qu'on a déjà eu l'autorisation une fois que c'est garant du futur. Je vais juste mettre une petite parenthèse par rapport à ça, que tant et aussi longtemps que ça ne sera pas commercialisé au Canada, si et seulement si ça va être commercialisé un jour, on n'a pas de contrôle sur les doses qu'on reçoit. Fait que ça se peut que du jour au lendemain, on n'ait plus le traitement. Puis malheureusement, on ne pourra pas l'avoir rapidement nécessairement. Évidemment, on peut avoir des trajectoires avec d'autres centres pour essayer de l'obtenir en attendant de régler la situation administrative, mais il n'y a rien de garanti. Fait que je voulais juste être sûr que c'était bien entendu de tous. Là, pour le moment, on en a un peu à Saint-Jérôme. On va voir ce qu'on peut faire pour étendre l'offre. Il va falloir en discuter avec le comité de pharmacologie du CMD-PSF. Il va falloir voir les trajectoires cliniques, s'assurer que tout est bien ficelé pour qu'on puisse ouvrir les vannes et s'assurer qu'on ne manque pas de doses. Mais c'est juste un petit bémol que je veux apporter là, à la situation actuelle. Oui, merci. Marie-Pierre? Hey, merci Rick, c'est super intéressant. Je suis allée relire le protocole de Whitehorse. J'ai un petit intérêt particulier pour ce qui se passe à Whitehorse ces temps-ci. Fait que j'ai mis la recette dans le chat, là, tu sais, quand tu disais de l'eau chaude avec de la Chlorex, là, fait que c'est de la starexidine, Chlorex 2%, alcool isopropylique 4%, ils mettaient 30 cc dans leur petit bain tourbillon portable sans spécifier quel est le volume du bain tourbillon portable. Puis, tu sais, tantôt, on se demandait, ouais, mais un coup que ton sac est fini, si ça fait pas 6 heures, à Whitehorse, en tout cas, il spécifie remixer un nouveau sac au besoin, tu veux minimum 6 heures de perfusion. Oui, j'ai peut-être pas été clair, mais c'est eux, ils insistent vraiment, il faut que ça soit un minimum de 6 heures, fait qu'au pire, tu repars, tu remélanges un autre sac, là. Fait que merci de préciser ça. Encore faut-il que tu aies une autre ampoule, j'imagine.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que le point, Antoine, c'est quand même un bon point, là. Je veux dire, nous, tu sais, de ce que je comprends à Calgary, Edmonton, je sais, j'ai entendu dire qu'ils en ont, tu sais, qu'ils ont implémenté leur protocole. Fait que j'imagine qu'ils en ont utilisé énormément. Calgary, on voit les chiffres, là, c'est fou, là. Tu sais, 800 cas d'engelure. C'est bon, il y en a beaucoup qui ça va être des grades plus faibles, là. Nous, on en a utilisé. Saint-Agathe nous a transféré un patient. Saint-Eustache. J'étais allé à Montréal en fin de semaine, il y avait des sans-abri partout, il faisait froid. Fait que, tu sais, je me dis, ouais, il y a peut-être un moment donné, il va y avoir une question d'approvisionnement, puis il va peut-être falloir se rasseoir puis dire, OK, on les garde pour les cas plus sévères. Tu sais, surtout si des grades C'était ça 2. la petite parenthèse que je voulais faire parce que là, pour le moment, je ne sais pas la quantité qu'on va réussir à se faire autoriser, là. Euh, ouais. Puis tu sais, je ne sais pas si la compagnie a le désir de commercialiser au Canada, hein, parce que c'est Hmm. pas, tu sais, c'est pas les cliniciens, malheureusement, qui demandent à une compagnie de venir, là. C'est eux qui payent des gros montants à Santé Canada pour être autorisés, là. Donc, ça se peut que ça reste toujours comme ça, là. Ouais. Donc, C'est sûr que l'avantage, c'est que c'est ça, la FDA l'a approuvé pour les engelures récemment. Fait que, tu sais, ça met peut-être un peu de poids pour ce que Santé oui, oui, Canada définitivement, ça aide pour les l'inclut. demandes, là, ça c'est clair. Mais ouais, peut-être à un moment donné, il va falloir se rasseoir. Mais pour l'instant, c'est ça semble bien aller. Ouais. Ce Est-ce que j'ai vu que. ailleurs, là, j'ai Ouais. cherché pendant la présentation, là, juste pour info, évidemment, c'est sous toute réserve, là, mais la dose, si elle n'était pas compassionnelle, là, par dose de patient, là, c'est à peu près 800 à 1000 là, par jour. Fait que 800 à 1000, là, fait qu'un 800 traitement, 000, c'est OK. environ, ouais, pas 800 000, OK. moi, j'ai répété 2 fois, tu sais, mettons, entre 4 et 5 000 là, pour un traitement de 5 jours pour un usager, là. Fait que, mais évidemment, en ce moment, c'est gratuit, là, fait que, Si, je ne veux pas te mettre sur si tu es toujours là, je ne veux pas te mettre sur le spotlight, mais est-ce qu'on a on pourrait avoir un scoop là, sur la médecine un jour? Ou, Bonjour. En fait, c'est sûr que on va essayer de le faire plus tôt que tard, là. Aujourd'hui, c'est un peu problématique, mais idéalement, il faudrait qu'on regarde toute l'arrimage au niveau de la formation, puis l'arrimage avec la pharmacie et la trajectoire administrative pour qu'on puisse les donner en médecine d'un jour. Mais la faisabilité, est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir le faire, mettons, la volumétrie quotidienne du patient, il faudrait regarder ça Mhm. aussi. Fait que, à suivre, mais oui, on va rester en collaboration rapidement. Est-ce que tu sais le patient d'aujourd'hui, le nouveau patient aujourd'hui, il va recevoir sa perfusion où les prochains jours? Ben, c'est sûr que je vais m'assurer au moins que les doses 3, 4, 5 soient données en médecine d'un jour. On va s'assurer, voir de la possibilité ou la faisabilité de tout ça. Fait que j'attendais juste cet après-midi pour regarder le tout avec mon équipe et voir ça aussi avec l'équipe Antoine et l'équipe des conseillères pour nous s'assurer qu'on fasse ça en toute sécurité. Parfait. Joël? Oui, je voulais juste rajouter, ça m'a fait penser quand votre collègue de médecine d'un jour a parlé. De notre côté, en fait, quand on a fait revenir les patients là, pour des doses subséquentes, tu sais, des fois, si vos perfusions sont débutées, par exemple, de nuit ou quelque chose comme ça, nous, on a devancé pour que ça fitte avec des heures un peu plus compatibles avec la médecine de jour puis avec la vie du patient aussi. Là. On a devancé d'au maximum 6 heures. Donc, tu sais, on a espacé nos doses peut-être de 18 heures, grosso modo, plutôt que 24 pour avoir des heures plus compatibles, puis les patients ont bien toléré. Je n'ai pas un gros N, j'ai un N égal à 2, mais ça s'est bien toléré chez nos 2 patients. Oui, nous, on a on a eu la même problématique, là. Il y a un patient qui l'a eu de 10 heures le soir à 6 heures 4 heures le matin. Puis tu vois, nous, finalement, on a décidé de la retarder là, à 8 heures, fait que c'est un 24 heures là, pour justement développer une trajectoire là, en externe. Là. Fait que ouais, il y a un peu ce casse-tête là, si ça finit à 1 heure un peu bâtard, là, quand est-ce qu'on la repart? Là? J'ai pas tant de bonnes réponses non plus. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je dis, n'oubliez pas de remplir le lien là, pour avoir les crédits de formation continue. N'hésitez pas à me contacter. Ça me va toujours me faire plaisir là, de discuter de ces cas-là.
Puis mes collègues de Saint-Jérôme aussi, là, n'hésitez pas à me texter ou quoi que ce soit, là, si vous avez des questions, des embûches. Là, des fois, aujourd'hui, j'ai aidé Vicky là, justement pour essayer de développer une trajectoire en externe. Là, fait qu'on, euh, c'est un processus qui est assez dynamique. Là. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis je vous souhaite une bonne saison. Bon hiver. Merci. Bonne Au journée. revoir.